Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. 4 questions et 3 journalistes pour ce forum de la presse et nous allons parler de peine de mort, de CFA, de la situation sécuritaire dans le pays et du train de vie de l'État. Et nos invités sont Chahana Takiou du 22 septembre, Ibrahim Koulibaly d'IC de la Nouvelle Tribune et Youssouf Sissoko d'Info 7. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Parlons d'abord de peine de mort, Monsieur Sissoko. Que pensez-vous de cette question d'actualité qui est soulevée à travers le pays? Ok, merci M. Touré de m'avoir donné en tout cas cette opportunité de me retrouver avec mes confrères pour donner notre avis sur l'actualité. Et effectivement, la question est aujourd'hui posée et au regard en tout cas des différents actes qui se sont déroulés pendant le mois de janvier. Je veux parler tantôt de l'assassinat de l'imam Yatabaré, du commerçant Kalilou Koulibaly, du revendeur de téléphone Touré. Et alors aujourd'hui, la question se pose. Et à mon humble avis, à partir du moment où il n'y a qu'un moratoire sur la peine de mort, sinon elle n'a pas été abolie, donc moi je pense que, en tout cas, aujourd'hui, il faudrait aller vers ça, vers le maintien, en tout cas l'application de la peine de mort, pour que nous puissions vraiment sortir de ce cycle infernal, en tout cas d'assassinat crapuleux. Ibrahim Koulibaly, faut-il appliquer la peine de mort? Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas d'avis qu'on applique la peine de mort parce que, comme il a dit, il y a un moratoire. C'est vrai que ces derniers temps, on assiste à des événements très malheureux. Mais moi, je pense qu'il faut chercher la cause ailleurs. La cause ailleurs, pour moi, c'est la chaîne de la loi qui est en cause. C'est la chaîne de la loi qui est en cause, à commencer par la police, la gendarmerie et la justice. C'est eux qui sont en cause. Donc pour moi, cela ne doit pas faire revenir, en tout cas la peine de mort, ça n'a pas été aboli, c'est un moratoire, c'est vrai, mais aujourd'hui l'humanité avance. Aujourd'hui tout le monde sait que les défenseurs des droits de l'homme ont le vent en poupe. De plus en plus, on met l'accent sur les droits humains. Mais malheureusement, nous dans notre pays, en tout cas par, je ne sais pas, une certaine frilosité de la loi, il y a des actes ignobles qui sont là, qui ne sont pas réprimés, qui ne sont pas punis à hauteur de sueur. Donc il faut tout simplement appliquer la loi, punir en tout cas tous ces assassins criminels et délinquants comme il le faut, sans complaisance. Et je pense que dès qu'on arrivera à ce stade-là, on n'aura plus besoin de parler de la peine de mort. Chahana, êtes-vous pour ou contre? Merci beaucoup, M. Touré. Merci de m'avoir convié à ce débat avec mon camarade Issé Koulibaly. Et cet autre camarade Sissoko, qui est un camarade de promotion des lettres, lui, il pense qu'il faut faire revenir la peine de mort. Je ne partage pas son point de vue. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas dû à l'absence de l'application de la peine de mort, que non. Et je ne suis pas d'accord avec Issé également quand il dit que c'est la chaîne, c'est-à-dire la police et les autres qui sont remises en cause. Que non. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, la question de la sécurité ou de l'insécurité, je pense tout d'abord c'est une question d'éducation. Parce que c'est des gens mal éduqués. C'est des gens qui ne sont pas du tout des croyants. C'est eux qui tuent. Quelqu'un bien formé, bien instruit, bien éduqué ne peut pas être un délinquant. Quelqu'un bien formé, bien instruit, bien éduqué ne peut pas tuer. Mais quand vous parlez de croyant, croire en qui, en quoi? Croyant que c'est un religieux, quelqu'un qui est un bon catholique, quelqu'un de l'église, de la mosquée, ne peut pas tuer, ne doit pas tuer. Donc je pense que cette question de sécurité ou d'insécurité, comme vous voulez, c'est une question d'éducation. C'est un déficit d'éducation, un déficit de formation, un déficit d'instruction. Sinon, personne n'a le droit d'ôter la vie à autrui.
Encore une fois de plus, je ne suis pas pour la peine de mort parce que nul n'a le droit de tuer son prochain. Même si le Coran, croyant que nous sommes, parle de la loi du talion, quand tu tues, on doit te tuer, mais nous ne sommes pas dans une république islamique, nous sommes dans une république laïque, nous sommes dans un monde moderne où il faut aller avec la réalité du temps moderne qui veut qu'on abolisse la peine de mort. D'accord. Je vais revenir avec cette question d'éducation et de formation. Mais avant, M. Sissoko, vous voulez que la peine de mort soit appliquée. Pourquoi? Oui, en fait, M. Touré, je ne suis pas d'accord avec mes deux prédécesseurs quand ils disent qu'il faut abolir en tout cas la peine de mort. Je veux juste vous donner un exemple. J'ai beaucoup de respect pour les associations de droits de l'homme. Et à mon humble avis, en tout cas, c'est des choses qui nous sont importées. C'est-à-dire que c'est l'Occident qui veut à tout prix nous imposer en tout cas sa façon de vivre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Occident? En Occident, avant en tout cas cette époque, la peine de mort était en vigueur là-bas. Et nous avons vu en tout cas toutes les façons d'exécuter là. C'est avec l'Occident que nous avons vu ça, nous avons appris ça. Mais maintenant qu'aujourd'hui, leur société a atteint un certain niveau d'évolution, pour moi, nous n'avons pas atteint ce niveau d'abord. Et avant d'atteindre ce niveau, il faudrait justement que c'est aussi une forme d'éducation à mon avis, parce qu'à chaque fois qu'on voit en tout cas des gens ôter la vie d'un autre, et quand on regarde en tout cas notre justice, nous savons que la justice, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Elle n'est pas une justice, en tout cas un bon exemple, et que les actes ne sont pas punis à hauteur, en tout cas, des faits. Donc moi, je pense qu'en appliquant la peine de mort, ce serait juste un exemple qu'on donne, en tout cas, à ces quelques gens qui se sont rendus coupables, en tout cas, de tels crimes. Puisque en laissant comme ça, en abolissant ou bien en punissant, justement, nous savons tous qu'en condamnant quelqu'un peut-être même à une peine maximale de 10 ans, 20 ans, au bout de quelques années seulement, on le verra, en tout cas, dans la rue. Et ces gens-là, ils ne vont jamais se rendre compte, en tout cas, de la gravité de leurs faits. Mais vous êtes sûr que tuer le coupable, le présumé coupable, je veux dire, va changer quelque chose? Moi, je pense bien, parce que, en fait... Tuer pas le présumé coupable, mais le coupable. Le coupable. Si on doit tuer. Oui, le coupable. En fait, moi, je pense que ça peut changer beaucoup de choses, parce que je pense aussi que quand tu regardes, par exemple, les différents assassinats qui ont eu lieu ces derniers temps-là, mais souvent, il y a des récidivistes. Par exemple, celui qui a tué l'imam, il paraît que celui-là, il a commis en tout cas d'autres actes. Et celui qui a tué, par exemple, le commerçant, pour en tout cas un oui ou un non, on tue en tout cas quelqu'un. Donc moi, je pense qu'il faut appliquer la peine de mort pour que, en tout cas, qu'on arrête maintenant ce cycle infernal de crimes crapuleux, quoi. D'accord. Ibrahim Koulibaly, pourquoi ne pas appliquer la peine de mort? Pourquoi ne pas appliquer la peine de mort? Parce que moi, je pense que l'application de la peine de mort, si on n'y fait pas attention, on risque d'aggraver l'injustice. Parce que pour tuer quelqu'un, il faudrait d'abord mener toutes les enquêtes pour savoir pourquoi il a tué. En ce moment, qu'allons-nous faire de la légitime défense? Quelqu'un qui fait tuer, tu es arrivé à la tuer. Donc on doit tuer aussi. Donc moi je pense que l'application de la peine de mort est extrêmement compliquée. On ne doit pas en arriver là si justement nos forces chargées de la sécurité faisaient correctement leur travail. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sait qu'aujourd'hui Bamako n'est pas tenu. Tout le monde le sait. Maintenant, on a peur de sortir pour aller à la prière de l'aube. On a peur. Même tout simplement se promener en tant que citoyen libre, on a peur. Parce que pourquoi? Tout le monde sait aujourd'hui que les délinquants, les malfrats, les assassins ont des complicités au haut sommet de la chaîne de la loi. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, le vol de Jakarta au Mali, qui ne connaît pas les réseaux? Mais qui est inquiété? On sait qui vole, on sait qui vend, on sait qui achète. Qui vole, qui vend, qui achète? On les connaît, tout le monde les connaît. Aujourd'hui, vous prenez, je vous donne un exemple, vous prenez un voleur de Jakarta, vous l'amenez à la police, un avocat vient se poser, il faut l'amener devant les tribunaux. Parce que dans leur réseau, il y a tout ça. Tu l'amènes devant le juge, quelques instants après, il y a des avocats pour le défendre, tu le croises dans la rue. Le lendemain, ils volent d'autres Jakarta. À cause de 300 000 francs, on tue un chef de famille. La justice est-elle impliquée dans les vols? La justice n'est pas impliquée dans les vols, mais la justice est coupable, la justice est complice de ce qui se passe. Parce que quand on les prend, le juge les libère.
Quand le juge le libère, ni toi ni moi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils sont indépendants, ils sont tout puissants, et quand on en parle, ils te mettent en prison. Où allons-nous? Il est temps qu'on se dise la vérité en face. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Du commissariat de police ou de la gendarmerie, d'abord, les constats, les PV sont triqués. Des PV triqués qui arrivent devant un juge. Donc le juge prend sa décision en fonction des PV triqués, surtout s'il est motivé davantage. Donc c'est ça la réalité. Il est temps qu'on se le dise. Tous ces vagabonds-là, tous ces gens-là qui tuent, ils ont des gens qui les couvrent. Et l'autre jour, je voyais un document qui circulait, et des images qui circulaient sur les WhatsApp, sur les réseaux, où la police a démantelé une fabrication d'armes. Le monsieur dispose, en tout cas, d'un document qui l'autorise à fabriquer des armes de chasse. Mais on s'est rendu compte que les armes qu'il fabrique ne sont plus des armes de chasse. Il fabrique des fusils automatiques, tout. Donc, ce réseau est connu. Il est temps qu'on soit courageux. Le problème du Malien, tout le monde sait ce qui se passe, mais personne ne parle. Mais le jour où il est touché, c'est ce jour-là qui va passer. Un dernier mot sur l'éducation. Je voudrais rappeler à mon confrère Chana que la loi n'est pas faite que pour les idiots. Hein. La loi est faite pour tout le monde, y compris d'ailleurs les mieux éduqués. Qui ne commet pas d'infraction, qui ne commet pas d'erreur. La loi est là pour tout le monde. Ce n'est pas un problème d'éducation qui peut régler le problème de délinquance. Il y a des délinquants dans toutes les sociétés. Et raison pour laquelle il y a la loi, pour les faire revenir à la raison, pour les corriger, pour les rééduquer. Donc, une éducation, tout le monde ne peut pas être bien élevé dans une société. Tout le monde ne peut pas être bien éduqué dans une société. Donc, il faut compter dans une société avec des gens bien élevés et des gens éduqués, excusez-moi l'expression du terme, des gens mal élevés. Donc, la loi est là pour ça. Donc, la loi est là pour protéger tout le monde. Et les délinquants, et ceux qui ne sont pas délinquants, et les bien élevés et les mal élevés. C'est ce que je voudrais dire. La justice, la sécurité, l'éducation, la formation, tout cela relève de qui, Cheikhna Takiyou? Tout cela relève de l'État. Mais je veux m'empresser de dire à Coulibaly que je sens une certaine contradiction dans ce propos quand il dit que ce n'est pas l'éducation. Quelqu'un de bien éduqué ne peut pas tuer. Quelqu'un de bien éduqué ne peut pas voler. Quelqu'un de bien éduqué ne peut pas faire des actes délictueux ou qui jure avec la loi. Donc quand je parle de l'éducation, il s'agit de l'éducation dans son sens noble du terme. Il s'agit de cette éducation. Nous sommes à la peine de mort. Il a justifié pourquoi il faut abolir la peine de mort. Juste une précision, est-ce une question d'éducation ou de défense d'intérêt? Quel intérêt? Intérêt sordide, égoïste de tuer quelqu'un? Non. J'ai dit encore une fois de plus, quand l'éducation, ça commence en famille, à l'école coranique. Moi, j'ai fait l'école coranique, j'ai fait l'école française, j'ai fait l'éducation de ma famille également. Est-ce que tu vois? Je pense que toutes les sociétés, toutes les cultures, toutes les ethnies, ils ont leur forme d'éducation. Quand on parle d'éducation, ils ont une forme d'éducation qui est positive. Ce que l'enfant doit faire, ce qu'il ne doit pas faire à chaque étape de la vie. L'école française également, c'est une éducation. L'école coranique également, c'est une éducation. J'ai dit, quand nous sommes bien éduqués, on ne tuera pas, on ne volera pas. Ça, c'est certain. Et vous dites que c'est l'État qui est responsable. C'est certain. Mais vous parlez de l'éducation de ça. L'État a sa part de responsabilité. Nous avons tous nos parts de responsabilité. Les familles ont leur part de responsabilité. Je voudrais vraiment qu'on organise davantage un peu le débat. On est sur la peine de mort parce qu'on risque d'aller à d'autres aspects parce qu'il y a sécurité, il y a certains... Je n'ai pas justifié un peu pourquoi il ne faut pas abolir la peine de mort, surtout quand mon collègue Sissoko dit que c'est des valeurs qui sont venues de l'Occident. L'Occident a des valeurs universelles que nous partageons. Tout ce qui vient de l'Occident n'est pas mauvais. Nous apprenons de l'Occident, l'Occident aussi apprend de nous. C'est le rendez-vous, comme le dit Senghor, du donner et du recevoir. Hein? C'est vraiment le donner et le recevoir, c'est l'universel. Donc je pense qu'aujourd'hui, si au niveau de l'Occident, il y avait la peine de mort là-bas, et eux-mêmes ils ont aboli la peine de mort, c'est parce qu'il y a eu des constats
Parce que des gens ont été tués qui n'étaient pas coupables. On a désigné beaucoup de gens coupables de tel ou tel autre acte ou assassinat. Et ces gens-là ont été décapités. Plus tard, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou moins que ça, ils se sont rendus compte que ce n'étaient pas les vrais coupables. Donc, on a tué des gens sur la base du faux. On a tué des gens sur la base d'une injustice. Donc, pour éviter cette injustice, pour éviter le faux, on peut punir le délinquant sans pouvoir lui ôter la vie. On peut punir le délinquant et lui donner la chance de se remettre en cause, lui donner la chance de se sociabiliser, lui donner la chance de devenir un homme fréquentable, un homme de la société, un homme qui peut avoir de l'avenir. On a vu des gens qui ont fait la prison, justement, mais qui se sont remis. tout de suite à ça. Est-ce que vous avez vu un pays où la peine de mort est appliquée et où il n'y a pas de sécurité? Est-ce que le Mali a les moyens d'appliquer la peine de mort? Bon, et avant justement de répondre à cette question, je voudrais donner une précision à mon confrère Chana. Et quand je dis qu'il ne faut pas abolir la peine de mort et que ces valeurs nous ont été importées de l'Occident. En fait, je voudrais juste donner un exemple. Pour le cas de celui qui a tué, par exemple, l'imam ou le commerçant. Et supposons tout de suite que celui-là soit condamné à une peine maximale de 10 ans, 20 ans. Et qu'au bout de quelques années seulement, qu'un parent, en tout cas, de cette victime ou de ces deux victimes-là voit les coupables, en tout cas, de se promener dans la rue. Qu'est-ce que ça va faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne sera pas tenté de se venger? Ça, c'est un. De deux. Moi, je dis, pourquoi l'État? Puisque à partir du moment où c'est dans notre constitution, ça n'a pas été aboli. Ça n'a pas été aboli. Et je crois que la question fait beaucoup de débat parce que même en milieu religieux, on pense aujourd'hui qu'il faudrait maintenir en tout cas la peine de mort. Parce que pour des cas comme ça, moi je ne dis pas d'appliquer pour le simple plaisir d'appliquer, mais on applique au cas où alors il s'est avéré réellement que celui-là, il a commis en tout cas cet acte. Et je pense que pour celui qui a tué par exemple l'imam et l'autre qui a tué le commerçant, il n'y a pas de doute, ils ont eux-mêmes avoué leurs faits. Et les terroristes et les groupes armés, par exemple, rebelles, les groupes armés du processus de paix qui ont tué des gens. Ça, c'est un autre contexte. Ça, c'est un autre contexte. Mais est-ce que ce ne serait pas injuste? Deux poids, deux mesures? Non, je ne crois pas. Ça dit qu'en fait... Il y a même un autre contexte. Le général Moussa Traoré, qui fut chef d'État du Mali, il a été condamné à mort, mais on lui a donné une chance. Il vit parmi nous, il va au baptême, il va au décès. Vous confondez des choses. C'est pour vous dire non. Il va préciser, quand on dit peine de mort, peine de mort, comme il a dit, la loi est faite pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour les délinquants. Peine de mort, c'est pour tous les citoyens, que ce soit au niveau économique, politique, financier, socio-culturel. La peine de mort doit s'appliquer à tous ces niveaux-là. Est-ce que le Mali a les moyens d'appliquer à tous les niveaux? Oui, en fait, ça va être compliqué, comme l'a dit ici. Donc, je suis d'accord avec lui. C'est pourquoi j'ai dit peut-être qu'on fera peut-être de la sélection. C'est pour des cas graves, pour des cas avérés, en tout cas de ce que nous avons vu dernièrement. Moi, je pense que, ne serait-ce que donner un exemple, peut-être après ça, on peut peut-être abolir, c'est possible. Mais pour en tout cas ces cas précis, qui a indigné plus d'un, non, ça veut dire qu'en fait, qui a indigné plus d'un, franchement, je pense qu'il faut appliquer la peine de mort à ces gens-là. Oui, ce que moi je dis, faisons extrêmement attention à ce que nous disons. Aujourd'hui, il faut pas accepter de gouverner avec la rumeur qui vient de la rue. Ça conduit à beaucoup d'erreurs. C'est vrai que souvent, tout ce qui vient de la rue, bien tamisé, bien étudié, bien analysé, permet aux gouvernants de prendre de bonnes décisions. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on a remis sur le tapis la question de la peine de mort? Quand est-ce que ça a été remis sur le tapis? Tout juste 2 semaines. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a un imam qui a été tué. Moi, je ne le considère pas comme imam, il l'est. Je le considère d'abord comme un être humain dont la vie est sacrée. Donc, ce n'est pas parce qu'il est un imam. C'est une personne humaine dont la vie est sacrée, tout comme le commerçant, tout comme l'innocent que personne ne connaît mais qui a été tué. Il y a tellement d'innocents qui sont tués, assassinés à longueur de journée. Donc moi, je ne réfléchis pas en fonction du statut de la personne. Moi, je réfléchis en fonction, en tant qu'être humain tout court.
Lui, il a la chance d'être défendu. Mais il y a des gens qui meurent à longueur de journée qui n'ont pas la chance d'être défendus. Donc, moi, je parle sur le plan humain. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas par colère ou bien par vengeance qu'on a remis la question sur le tapis? Sinon, de façon lucide, si la question avait été remise sur le tapis, peut-être qu'on n'en serait pas là à en débattre comme cela se passe actuellement. Et la solution, c'est quoi? Comme je l'ai dit, il y a des punitions qui sont plus sévères que la mort. Quelqu'un qui commet un acte, il y a des prisons. S'il va là-bas, c'est plus dur que la mort. Il y en a au Mali? Il y en a au Mali. Ce type de prison? Il y en a au Mali. Il y a des prisons, quand tu mets quelqu'un là-bas, vraiment, il souhaite mourir que d'y passer une semaine. Donc, il faut punir ces gens-là. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils regrettent sincèrement ce qu'ils ont fait. S'ils ont la chance de s'en sortir, ils ne le feront jamais. Et ils seront d'ailleurs des fervents défenseurs contre de tels actes. Donc moi, je pense qu'il faut tout simplement appliquer la loi. La peine de mort, aux États-Unis, même demain, il y a des gens qu'on met sur la chaise électrique, on tue les gens n'importe comment. Mais est-ce que ça empêche la délinquance aux États-Unis? Tant qu'on voit des armes, les gens se flinguent à longueur de journée. Ça sent bien qu'il y a la peine de mort. Ça sent bien qu'il y a la chaise électrique. C'est même un plaisir pour certains. Mais maintenant, ce qu'il faut, nous, dans notre pays, tout simplement, il faut reprendre les choses en main. Moi, je pense qu'il y a une certaine mafia qui est en train de s'installer parce que malheureusement, nous, dans notre pays, on ne voit pas venir les choses. Là, on est en train d'élargir l'insécurité. On est en train d'élargir l'insécurité. Et c'est des gangs qui sont en train de faire OPA sur nos vies. Et on ne les voit pas venir. Ils s'organisent parce que quand on essaie de voir ces derniers temps, le mode opératoire est pratiquement la même chose dans ces différents... Donc, ça trouve que c'est des gens qui sont organisés, qui sont en train de se planifier, qui sont en train de voir comment terroriser nos populations à longueur de journée, ou bien à 6 h du matin, ou bien à 20 h, on vient, on braque des gens. On braque des gens à 20 h à Bamako. C'est compliqué. Ou bien à 6 h du matin. Chana, la situation Donc, sécuritaire se détériore, le dit Ibrahim Koulibaly. Pensez-vous que l'État aujourd'hui a les moyens de faire face à cette situation? Oui. La situation sécuritaire se détériore. On en parle beaucoup à Bamako. Et c'est une situation qui n'a pas commencé maintenant. Tant que les difficultés n'atteignent pas Bamako, les gens ne savent pas qu'il y a d'autres Maliens ou qu'il y a d'autres parties du pays. Les gens, quand vous parlez des gens, vous parlez du gouvernement aussi? Et de nous tous, okay. des Bamakois. Cette situation sécuritaire à Tombouctou, Gao, Kidal, nous la vivons depuis très longtemps. Mais les gens ne se sont pas offusqués pour autant. Aujourd'hui, où c'est Bamako, le cœur du pouvoir, qui est attaqué, que vous sentez les indignations. Sinon, tous les jours, à Bamako même, on tue des anonymes. Même la presse n'en parle pas. C'est parce que l'imam Yatabari a été tué, suivi d'une puissance économique, d'un commerçant, que tout cela Vous êtes sûr que la presse n'en parle pas parce que la situation J'ai dit, il y a sécuritaire, des anonymes qui sont tués tous les jours, la presse n'en parle pas. D'accord. Est-ce que c'est l'État qui n'arrive pas à gérer la situation? Écoutez-moi, laissez-moi terminer. J'ai dit parce que c'est des gens qui ne comptent pas pour la presse. Est-ce qu'ils comptent pour l'État malien? Bien sûr, j'ai dit... Pourquoi ils ne les protègent pas? Tu me laisses continuer dans ma logique pour t'expliquer que cette situation-là existait depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a eu 2-3 cas à Bamako de gens célèbres. L'imam, un milliardaire, et puis un autre. Bon, on en fait un bruit parce que c'est des gens célèbres. C'est des gens qui comptent dans la société, dans la haute société. Sinon, avant la tuerie de ces gens-là, tous les jours, on tuait des manœuvres, des maçons, on tuait des gens, entre guillemets, de la petite société. Personne ne s'en offusque, personne ne s'en indigne. Mais aujourd'hui, parce qu'on tue des gens célèbres, des gens de la haute société, que tout le monde crie, et on exagère même la situation. À qui la responsabilité? Je sais que même si on tue une seule personne, cela est inacceptable, inadmissible, intolérable. On doit le dénoncer et on doit chercher le coupable. A fortiori, 2, 3, et surtout quand c'est dans la haute société. La question que je veux poser, on doit le dénoncer où? Vers la justice. Est-ce que cette justice a les moyens
faire son travail. Mais non pas seulement le regard vers la justice. Encore une fois de plus, quand on parle d'insécurité, on parle de délinquance. Encore une fois de plus, je reviens que la base, l'origine, c'est le déficit d'éducation. Maintenant, on a un État. L'État est organisé, l'État a des pouvoirs. Quand il y a un délinquant, il y a des gens qui, par leur mission, doivent chercher ce délinquant, le châtier conformément à la loi. Il a parlé d'une chaîne, la police, la gendarmerie, la justice. Nous sommes tous d'accord qu'il y a des défaillances au niveau de cette chaîne-là, qu'il y a des défaillances au niveau national même, c'est-à-dire qu'au niveau même du gouvernement, il y a des insuffisances au niveau de l'État. La question que l'on se pose, ou que toi-même tu poses, est-ce que l'État a les moyens d'assurer notre sécurité? Moi je dis oui. L'État a les moyens d'assurer notre sécurité. C'est une mission régalienne de l'État. Si l'État ne peut pas assurer notre sécurité, cet État-là doit se permettre. Le Mali est-il sécurisé aujourd'hui? Le Mali est-il sécurisé? Il y a des difficultés, c'est-à-dire que... Non, est-ce que le Mali est sécurisé aujourd'hui? Je ne peux pas dire que le Mali est sécurisé, mais il faut le mettre dans un contexte d'ensemble. Est-ce que l'État malien a failli dans son rôle? Si l'État malien a failli dans son rôle. Bon, je pense que l'État malien fait de son mieux, parce qu'il ne faut pas voir la situation de façon épisodique. Il faut le voir dans son ensemble, avec la situation sécuritaire du Mali, avec la question du Nord, avec la question djihadiste. Donc, c'est les conséquences de tout cela qui favorisent, est-ce que tu vois, une certaine piscose. Est-ce que tu vois? Donc, on est dans une situation précaire qui favorise cette délinquance-là. D'accord. Votre point de vue, M. Sissoko? En fait, mon confrère Chahana tourne autour du point. Le responsable, tout indiqué, c'est l'État. Le responsable, c'est l'État. L'État a le dos large. L'État a le dos large. Il va. Le responsable, il est très facile puisque, de le poignarder. Je veux juste, en tout cas, vous donner deux exemples. Le cas du centre. Le nord, ça, c'est peut-être... il y a d'autres données, d'autres considérations géostratégiques qu'il ne faut pas peut-être aborder maintenant. Mais quand tu prends le centre, et alors l'État, le gouvernement s'était engagé, avant même les élections, de sécuriser d'abord le centre. Et je pense que le gouvernement s'était engagé à cela. Et qu'est-ce qu'on a vu après? C'est des milices d'autodéfense qui se sont constituées au vu au sud de l'État, avec la complicité même souvent de l'État. Et qu'est-ce que ces milices ont donné comme résultat? Alors c'est un conflit intercommunautaire. Aujourd'hui, tout le monde est unanime qu'il y a un conflit intercommunautaire au centre. Et les conséquences, c'est pas plus tard que le 1er janvier, il y a eu en tout cas des tueries de masse, en tout cas à Kolongo, dans le village Peul de Kolongo. Alors on quitte le centre, on vit à Bamako. À Bamako, personne n'est en sécurité, comme l'a si bien dit mon confrère. Personne faut pas dire personne. Personne n'est en sécurité à Bamako. J'ai dit, il ne faut pas dire personne. Non. Il y a eu 2-3 tueries, vous dites personne. N'exagérez pas, ne créez pas la piscose. C'est inexact. Vous dites que personne n'est pas en sécurité. Nous sommes en sécurité, mais il y a un déficit sécuritaire. N'exagérez pas la situation. Ne créez pas une piscose qui n'existe pas. Je vous en prie. Chana, expliquez un peu. C'est vrai que... En fait, tout le monde est sécurisé. Oui. Touré, ça arrive, ce que je voudrais une minute à Sissoko et je vous donne la parole. Je vais finir après. Je suis en sécurité. D'accord. Moi, je pense Il est en sécurité, il est venu ici. Pas plus tard qu'hier. Laissez-le terminer. Pas plus tard qu'hier, le ministre en tout cas en charge de la sécurité, le général Salif Traoré, était sur Radio Clédou. Et il a dit clairement. Et aujourd'hui, si des dispositions ont été prises, c'est parce qu'ils sont arrivés eux-mêmes à la conclusion qu'il y a un déficit sécuritaire aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. Personne, c'est trop Maintenant, oui, d'accord. Oui. Maintenant, quand il y a un déficit les sécuritaire... mots justes. Et pourtant, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils auraient dû faire ça avant. C'est-à-dire qu'ils ont attendu jusqu'à ce qu'il y ait ces crimes-là, que, en tout cas, la population s'indigne pour ensuite essayer de parer au plus pressé et de mettre en place des dispositifs pour en tout cas renforcer la sécurité. Mais moi je pense honnêtement que l'insécurité elle est totale aujourd'hui au Mali. D'accord, une minute à Ibrahim Koulibaly et on aborde un autre sujet. Vous savez ça, dans ce genre de débat, c'est vrai que nous sommes sur des choses
qui ne sont pas abstraites, mais dont il est difficile de mesurer. Quand on parle de sécurité, nous ne sommes pas des spécialistes de sécurité, alors qu'il y a des mesures de sécurité et d'insécurité dont les spécialistes peuvent faire. Mais le constat général, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une piscose. Ça, c'est une réalité. C'est d'ailleurs l'occasion, moi je vais profiter de votre plateau pour lancer un appel à tous les Maliens. Il est temps que nous ayons des comportements sécuritaires. Nous, les Maliens, nous n'avons pas de comportement sécuritaire parce que nous n'avons jamais connu de tels phénomènes. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'un commerçant connu, tout le monde te connaît, les gens savent que tu as les moyens, tes affaires marchent. Les gens ne sont pas capables de prendre un ou deux gardiens pour sécuriser leur maison pendant la nuit. Les gens doivent se mettre en tête que le pays a changé. Ce n'est plus comme auparavant. Nous sommes en insécurité. Et cette insécurité, si moi je l'explique, je vais l'expliquer par deux faits. Le premier fait, c'est aujourd'hui la démobilisation des ex-combattants. Si j'ai dit des ex-combattants, il ne s'agit pas des combattants reconnus, affiliés, mais des gens, des bandits qui ont infiltré, qui aujourd'hui sont là, ils n'ont plus rien à faire. Ils ne sont pas pris en compte. De l'autre côté, comment vivre? Ils se transforment en délinquants. Ils savent manier les armes. Deuxième fait, c'est qu'aujourd'hui, la situation économique difficile fabrique aussi des délinquants, des voyous, qui pour vivre sont prêts à tout, y compris tuer des gens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas, parce que je ne connais pas le nombre exact de policiers à Bamako. Mais je fais un constat. Chaque matin, quand je quitte chez moi, des fois, quand tu arrives à des ronds-points, tu as l'impression que ça veut dire qu'il y a un problème, tellement il y a des policiers. Tu peux trouver dans un seul rond-point de Bamako 10 policiers le matin. Un seul rond-point. Tu peux compter 10 policiers. Donc ça veut dire que, pour moi, vis-à-vis de ces constats, disons, partant de ces constats, je vais me dire qu'il n'y a pas de déficit de policiers dans la ville de Bamako. Mais les policiers, ils sont là pour la sécurité parce qu'on trouve à gagner quelque chose là-bas. Mais pour la sécurité des populations, où sont-ils? Où sont-ils pour la sécurité des populations? Alors, comme je l'ai dit, qui ne fait pas ce constat le matin dans les ronds-points de Bamako? Tu peux trouver minimum 10 policiers. Mais s'il s'agit de la garde, où la garde des populations, c'est quoi? Ils font des rafles. Et généralement, ces rafles-là sont dirigées contre qui? Ils ramassent ta bonne. Tu envoies ta bonne aller payer les trucs. Les policiers le prennent, les trucs de gens comme ça. Tu payes de l'argent pour qu'on le libère. C'est difficile qu'ils prennent des délinquants lors des rafles. Quand ils prennent des délinquants, c'est les opérations spéciales. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Situation compliquée. Parlons maintenant d'économie. On va parler d'abord de franc CFA avant d'aborder le train de vie de l'État. Parlons de CFA. Allez-y, réagissez par rapport à la question du CFA. Est-ce qu'il faut sortir du CFA aujourd'hui? Bon, c'est dommage, tu conduis le débat. Je voulais réagir par rapport à la sécurité. C'est toi qui dirige le débat, d'accord? Je laisse ma réaction. Après, on va en parler en coulisses. On aura d'autres occasions. Par rapport au franc CFA. Bon, c'est vrai que la polémique autour du franc CFA a repris depuis quelques semaines suite aux critiques de certains pays européens vis-à-vis de la France elle-même, notamment l'Italie et l'Allemagne. Donc, la question est de savoir, est-ce que notre CFA va continuer à être garanti par la France ou si nous devons créer nous-mêmes notre propre monnaie? Je pense que nous ne sommes pas certes des spécialistes, mais au regard de ce que nous avons lu, de ce que nous constatons avec toutes les grandes nations et ce qu'on appelle les grandes civilisations, les grandes économies, ils ont toutes leur monnaie. Ils ont toutes leur monnaie. La monnaie est une question de souveraineté nationale. Donc on est bien fondé à se demander pourquoi nous de la zone franc, nous n'avons pas notre monnaie. Pourquoi nous ne pouvons pas créer notre propre monnaie? C'est-à-dire que, quels que soient les avantages et les inconvénients de ce franc CFA,
Moi, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la question de souveraineté nationale. Du moment où l'Union européenne a sa monnaie, les États-Unis d'Amérique ont leur monnaie, le Nigeria, toutes les grandes puissances ont leur monnaie, il faudrait que la zone franc également ait sa propre monnaie, à défaut d'avoir une monnaie sous-régionale ou continentale. Je pense que les 14 pays qui sont arrimés à l'euro doivent vraiment s'assumer, prendre leurs responsabilités devant Dieu et les hommes pour créer leur propre monnaie. Pourquoi n'avons-nous pas notre monnaie? La question elle est toute simple. Est-ce que vous avez vu un pays qui s'est développé et dont la monnaie est contrôlée par un autre pays? Il n'existe pas au monde. Donc, deuxièmement, est-ce que vous avez, et pas plus tard que l'autre jour, j'ai vu une liste circuler, en tout cas sur les réseaux sociaux, une liste des pays les plus riches d'Afrique. Il n'y a aucun pays, en tout cas, qui utilise le CFA parmi ces pays-là. Donc ça veut dire quoi? Les 14 pays qui utilisent en tout cas le CFA font partie en tout cas des pays les plus pauvres au monde. Et pourtant, ces pays-là ne manquent pas de ressources énergétiques, minières et tout. Donc la question ne se pose vraiment pas. Nous devons sortir en tout cas de la zone franc, du CFA. Le franc CFA, c'est vraiment une autre manière pour la France de nous coloniser financièrement. Et je pense que ce combat a été déjà commencé par l'activiste franco-béninois Semi Keba. Et pas plus tard que l'autre jour, il a rappelé en Italie, quand le vice-président italien et notre député pense que c'est le fait que la France est en train d'appauvrir ces pays-là. C'est ce qui aggrave en tout cas l'immigration. Et c'est ce qui fait que en tout cas les gens veulent quitter. Et soit ils vont mourir dans la Méditerranée ou bien ils vont aller grandir en tout cas les côtes en Italie ou en Espagne. Donc moi je pense aujourd'hui nos pays doivent avoir le courage. Et je pense honnêtement que ce courage ne viendra jamais de nos gouvernants. Le courage, est-ce qu'on sait déjà la position, par exemple, du Mali par rapport aux autorités maliennes? La position de tous les pays, en tout cas des gouvernements des 14 pays, en tout cas, qui utilisent le CFA, cette position est connue. Aucun gouvernement n'a le courage, en tout cas, de dénoncer le franc CFA. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est la France. Aucun régime, et en tout cas parmi ces 14 pays-là, aucun régime, en tout cas, n'est 100% légitime. Donc, ils tirent leur légitimité de la France. Quand la France te soutient, alors là, tu es protégé. Et c'est pourquoi aucun président, d'Alassane Ouattara à Macky Sall, en passant par Ibeka et tous les autres, aucun président n'a le courage aujourd'hui de lever le petit doigt pour dénoncer en tout cas ce que la France est en train de faire. Pensez-vous la même chose, Ibrahim Koulibaly? Bon, moi je prends cette question avec beaucoup de lucidité. La question du franc CFA, moi je le vois peut-être sur 2 ou 3 aspects. Aujourd'hui, dire qu'un pays ne peut pas se développer sans sa propre monnaie, pour moi, ça c'est dépassé. Du moment que nous avons pris l'exemple un peu de l'Union européenne avec l'euro, donc il y a des pays qui n'ont plus leur propre monnaie, mais ils partagent l'euro. Donc pour moi, ce n'est pas le fait de partager la même monnaie. Ce n'est pas le défaut d'avoir sa propre monnaie. Partant de cet exemple-là, pour moi, la question se pose à 2 niveaux. C'est la garantie et la convertibilité du franc. D'abord, pour garantir le franc, les 14 pays sont obligés de céder 50% de leurs réserves. C'est extraordinaire. 50% de notre réserve pour garantir un franc. Donc c'est la question de la garantie qui pompe notre économie. 1. De 2, le CFA est trop lourd, la convertibilité. C'est une monnaie très forte par rapport à nos économies. Raison pour laquelle toutes nos économies sont des économies, comment dirais-je, d'importation. Parce qu'il est plus facile, parce que c'est une monnaie forte, je peux aller payer des marchandises et venir les vendre chez moi. Donc personne ne crée encore. Les industries meurent. Personne ne crée, tout le monde préfère aller importer et venir vendre. Donc ça ne crée pas d'emploi. Ça ne favorise pas l'industrialisation de nos pays. Or, tant qu'il n'y a pas d'industrialisation, le pays ne peut pas se développer. Si vous remarquez chez nous, tout le monde est fournisseur, tout le monde est commerçant, parce que ce qui est facile avec le franc CFA. Avec le franc CFA, on ne peut pas créer d'usines, on ne peut pas faire de grosses entreprises. Donc, c'est la garantie et la convertibilité. Maintenant, l'aspect politique. L'aspect politique, il a dit, aucun chef d'État africain n'a le courage de dire à la France, je ne veux pas le CFA. Tous ceux qui l'ont essayé, l'ont appris à leurs dépens. Et c'est un message envoyé par la France. Si tu le dénonces, on te fait partir.
Et nos chefs d'État aussi acceptent d'être mal élus avec la complicité de la France. Sont-ils là pour le peuple ou pour Donc un président mal élu, toi tu sais que le peuple n'a pas voté pour toi, mais tu es là en tant que président, grâce à la France. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de la fermer ou on te fera partir. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui, on a longtemps accusé la France. Tout le temps on accuse la France. Mais même si c'est moi-même la France, pourquoi je ne le ferai pas? Tant que les dirigeants sont aptes à venir faire la courbette devant moi, tant que les populations n'ont pas le courage de se révolter, et même souvent quand elles se révoltent, elles se trompent de combat. Pourquoi vous voulez que la France ne jouit pas de cette situation? Il nous appartient maintenant, nous les Africains, d'ouvrir nos yeux, de savoir ce que nous voulons. Chaque fois on dit la France, mais quand ça chauffe, c'est la France qu'on va aller chercher. La France vient prendre des risques pour nous. D'accord, donc je vais réagir une minute. Bon, disons-nous la vérité. Non, moi je pense qu'il y a eu des choses. Des choses ont été dites ici. Des choses ont été dites ici que je ne partage pas. Quand on dit que nos chefs d'État ont peur de la France parce qu'ils sont mal élus, je pense que c'est inexact. C'est très vrai. Pourquoi ils ne réagissent pas? Laisse-moi, tu as parlé, je n'étais pas d'accord avec toi, mais je n'ai pas réagi. Monsieur Koulibaly, il va réagir. Laisse-moi réagir. Oui. C'est vrai que le franc CFA, selon les spécialistes, est-ce que tu vois, ne permet pas à notre économie de se développer. Mais ce que vous oubliez, depuis quelques années, nos chefs d'État, surtout au niveau de la CEDEAO, sont en train de se réunir pour avoir un franc au niveau de l'espace CEDEAO. Et le président nigérien, Mahamadou Issoufou, est-ce que tu vois, est en train de multiplier les rencontres au Niger, à Accra. Il y a eu des réunions au niveau des experts, des réunions au niveau ministériel. La dernière fois, il y a eu une réunion au niveau même de certains chefs d'État. Nos chefs d'État sont en train de penser, de réfléchir, de voir comment aller à une monnaie unique. C'est vrai qu'il y a eu des échéances qui n'ont pas été respectées. Ils sont en train de pousser les échéances. Sinon, ils ont osé parler de ça, je vous en prie. Ils en ont parlé au niveau de l'UMOA, au niveau de la CEDEAO. D'accord, 30 secondes, réagissez sur le train de vie de l'État, plus de 14 milliards de francs CFA qui seront réduits. Je vais terminer pour dire qu'auparavant, quand vous voyez Djori Hamani du Niger, Olympio du Togo, et même Thomas Sankara, eux qui ont été chassés par par la France, par des manœuvres politiciennes de la France. Sissoko, à vous de réagir sur cette question. Réduction de 14 milliards, quel va être l'impact sur le train de vie de l'État? Bon, 14 milliards, c'est quand même beaucoup. Mais moi, je pense que... Mais certains économistes estiment que plus de 52 milliards de francs CFA disparaissent chaque année. C'est-à-dire que, en fait, je salue quand même cet acte posé par le gouvernement. Le fait de réduire, en tout cas, jusqu'à hauteur de 14 milliards le train de vie de l'État, c'est une bonne chose. Mais je pense que c'est infime. C'est infime par rapport à ce qui doit être récupéré aujourd'hui par l'État. D'accord. Et je pense que, je vais terminer pour dire que, est-ce que là aussi, on n'a pas touché au menu fretin et laissé, par exemple, les gros poissons? D'accord, on aura d'autres occasions d'en parler. Merci à nos trois invités, Chahana Takiou du 22 septembre, Youssouf Sissoko, Info 7 et Ibrahim Koulibaly d'IC Nouvelle Tribune. À la régie audio, Gagné Kanté, régie vidéo assurée par Mamadi Keïta. À demain pour une rediffusion du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.